Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Simone Gbagbo va-t-elle vers la création d'un parti politique en Côte d'Ivoire? Le lancement ce samedi d'une coalition de mouvements la soutenant porte à le croire. 2025 se jouerait déjà aujourd'hui. Une voiture piégée qui explose près du palais présidentiel en Somalie. C'est un attentat suicide qui a secoué le pays. Il est attribué au Chebab. Une rencontre au sommet entre le Tchad et le Congo-Brazzaville. Une visite de 2 jours pour Mahamat Idriss Déby Itno chez son homologue Denis Sassou Nguesso. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. En Côte d'Ivoire, l'ancienne première dame Simone Gbagbo a parrainé ce samedi le lancement d'une coalition de ses mouvements de soutien. Un pas de plus vers la création de son propre parti politique en vue de la présidentielle de 2025. Simone Gbagbo est mise à l'écart par Laurent Gbagbo depuis son retour de l'exil. Les détails. Chants, t-shirts de soutien, ovations et discours à la tribune, l'après-midi au Palais des Sports d'Abidjan avait tous les atouts de meeting politique. Nous devons relever le défi de la division, de l'émiettement pour bâtir ensemble une nation intégrée, a déclaré à la tribune Simone Gbagbo en clôture de l'Assemblée générale fondant le mouvement des générations capables. Je vous invite à devenir des acteurs zélés et dynamiques du pardon et de la réconciliation, a ajouté celle qui n'est officiellement que la marraine du mouvement devant plusieurs centaines de militants, dont une large majorité de femmes. Martelant la devise nationale Union, Discipline, Travail, elle a insisté sur sa vision d'une Côte d'Ivoire forte, souveraine, réconciliée, moderne et prospère, en évoquant au fil de son discours de plus de 45 minutes la pauvreté, les infrastructures du pays ou encore la question de la transformation des matières premières. Elle a laissé transparaître un véritable programme politique, car la question de l'avenir politique des Gbagbo est sur toutes les lèvres en Côte d'Ivoire depuis le retour en juin dernier de Laurent Gbagbo, acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité. Le redoutable duo qu'elle avait formé avec son mari lorsque celui-ci présidait la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011 semble toutefois avoir vécu tant sur le plan personnel que politique. Il se tient au Mali une table ronde sur la création d'un organe unique de gestion des élections et la validation d'un avant-projet du calendrier des assises nationales de la refondation souhaité par le gouvernement. Une rencontre boycottée par de nombreux partis politiques. Les partis politiques maliens qui réclament le respect des délais de la transition, soit l'organisation d'élections générales le 27 février prochain, ont boycotté la table ronde autour de la prochaine élection. Le M5 RFP, la coalition dont sont issus le Premier ministre et une partie du gouvernement de transition, juge nécessaire la mise en place de réformes politiques avant tout nouveau scrutin dans le pays. Les attributions d'un nouvel organe de gestion des élections étaient justement au cœur de la première journée. Son mode d'organisation et son fonctionnement ont été largement débattus. Sur le plan national et sous réserve de validation, cette superstructure de gestion des élections serait composée de 7 membres nommés par décret pour un mandat de 7 ans non renouvelable. Des prérogatives qui sont pour l'heure loin de faire l'unanimité. Les dissensions qui existent entre les gens n'ont pas permis d'épuiser les termes de référence du premier, observe ainsi Seydou Traoré, membre d'une organisation de la société civile. La société malienne est très divisée et nous avons besoin que chacun mette de l'eau dans son vin pour arriver à un consensus, conclut-il. Les discussions ont repris ce samedi en l'absence de nombreux partis politiques qui jugent cette réforme inutile dans les délais qu'il reste à la transition.
Le président du Congo-Brazzaville a reçu le président de la transition au Tchad. Denis Sassou Nguesso a félicité le général Mahamat Idriss Déby Itno pour les avancées déjà obtenues par les autorités de la transition vers un dialogue inclusif et pacifique. Le président de la transition tchadienne a effectué une visite de 2 jours au Congo-Brazzaville. Reportage. Denis Sassou Nguesso a déroulé le tapis rouge à Mahamat Idriss Déby Itno, qu'il a accueilli dès sa descente d'avion. Le nouvel homme fort du Tchad est venu solliciter un appui consistant de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, qui doit l'aider à faire aboutir la transition en cours dans son pays. Le président en exercice a appelé tous les acteurs tchadiens à participer au dialogue inclusif. Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, a réitéré à son interlocuteur le soutien de la CEAC à la transition au Tchad. Il a exprimé ses félicitations à son Excellence, Monsieur Mahamat Idriss Déby Itno, pour les avancées déjà obtenues par les autorités de la transition en vue de l'organisation prochaine d'un dialogue inclusif et pacifique. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a aussi salué les intentions des autorités tchadiennes de transition d'accepter l'implication des différents groupes armés dans le processus de réconciliation nationale. En juin dernier, Brazzaville avait déjà abrité un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC sur la situation sécuritaire au Tchad. En RDC à présent, des organisations de défense de la liberté de la presse ont exprimé vendredi leur inquiétude et demandé la libération du journaliste congolais Sostène Kambidi. Il est détenu depuis le lundi soir dans une enquête sur la mort d'experts de l'ONU en 2017 dans le pays. Sostène Kambidi, le journaliste de RFI, AFP Actuality, détenu depuis 4 jours par la justice militaire de la RDC, rappelle Reporters sans frontières, est accusé de terrorisme et d'association de malfaiteurs pour avoir été en possession d'une vidéo de l'assassinat des experts de l'ONU qu'il n'a jamais diffusée et qu'il avait transmise aux autorités. Il s'était également dit disposé à collaborer avec la justice, souligne RSF. Selon l'organisation, la détention prolongée de ce journaliste est d'autant plus préoccupante qu'elle s'effectue sous le regard de l'ONU qui participe aux auditions dans le cadre de mécanismes mis en place pour assister la justice militaire congolaise. Le Comité pour la protection des journalistes a de son côté estimé que les autorités congolaises devraient immédiatement libérer Sostène Kambidi et s'assurer que la presse peut travailler sans crainte ni intimidation dans tout le pays. Il a été arrêté à son hôtel de Kinshasa dans la nuit de lundi à mardi. Dans un premier temps, il a été interrogé à l'auditorat militaire en tant que témoin, puis depuis mercredi en tant qu'inculpé. Son audition avait été suspendue dans la nuit de mercredi à jeudi. Lors de son point de presse quotidien à New York, Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU, a précisé que le mécanisme de suivi de l'enquête mise en place par les Nations Unies sur l'enquête prodigue des conseils aux magistrats enquêteurs mais ne conduit pas les investigations ni n'interroge directement les témoins ou suspects. L'ONU s'assure notamment que les investigations sont menées conformément aux lois internationales. 2 experts des Nations Unies, la Suédoise Zaida Catalan et l'Américain Michael Sharp, avaient été tués le 12 mars 2017. Selon la version officielle des autorités de l'époque, ils ont été exécutés par des miliciens de la secte Kamuna Sapu, alors en guerre contre l'armée régulière. En Ouganda, un fonctionnaire a été condamné ce vendredi à 40 ans de prison pour avoir détourné 22,5 millions d'euros d'un programme de reconstruction dans le nord du pays. Godfrey Kazinda, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été reconnu coupable par un tribunal anticorruption d'enrichissement illicite. À l'issue de 9 ans de procédure, Godfrey Kazinda, l'ancien comptable au bureau du Premier ministre, a été reconnu coupable par un tribunal anticorruption d'enrichissement illicite, de faux ayant provoqué des pertes financières et d'entente en vue de commettre des crimes. Le tribunal vous condamne par conséquent à 40 ans de prison et vous ordonne d'indemniser le gouvernement à hauteur de 4,6 millions d'euros, a déclaré la juge Margaret Tiboulia en donnant lecture du verdict. L'argent a été détourné d'un programme destiné à la reconstruction du nord de l'Ouganda, ravagé par plus de 20 ans d'insurrection armée menée par l'armée de résistance du Seigneur.
Ce programme avait notamment été financé par des donateurs étrangers, dont les gouvernements irlandais, suédois et danois. Godfrey Kazinda menait un train de vie loin de ses revenus qu'il a affirmé s'élever à environ 22 600 $ annuels, soit 19 300 €. Selon le dossier judiciaire, ce fonctionnaire possédait 3 propriétés avec notamment une résidence de 20 pièces estimée à près de 800 000 €, ainsi que 4 luxueuses voitures de sport évaluées à 186 000 € et une autre voiture de luxe d'une valeur de 125 000 €. Tous ces biens ont été saisis. Les documents judiciaires indiquent également que Godfrey Kazinda a résidé pendant 10 mois dans une suite au prestigieux hôtel Sheraton Kampala et s'offrait des voyages vers des destinations haut de gamme à travers le monde. Lors d'une perquisition à sa résidence de Kampala, la police avait trouvé d'importantes sommes en liquide de diverses devises étrangères, dont 200 000 livres sterling, soit 233 000 €. Les Chebab ont encore frappé en Somalie. Les membres de ce groupe djihadiste sont à l'origine d'un attentat suicide qui a fait 8 morts. C'est une voiture piégée qui a explosé près du palais présidentiel. Reportage. 8 personnes ont été tuées ce samedi dans la capitale somalienne, Mogadiscio, lors d'une attaque à la voiture piégée sur un checkpoint non loin du palais présidentiel. L'attaque est revendiquée par les djihadistes Chebab. Les victimes sont pour la plupart des civils. La puissante explosion s'est produite en fin de matinée à un checkpoint situé à environ 1 kilomètre de Villa Somalia, le palais présidentiel. Un témoin a déclaré que le véhicule a explosé alors qu'il était contrôlé par des gardes du poste de contrôle. Les djihadistes Chebab ont revendiqué dans un bref communiqué cette attaque, ciblant le principal poste de contrôle de sécurité du palais présidentiel. Mogadiscio est régulièrement le théâtre d'attaques des Chebab qui mènent depuis 2007 une insurrection visant à renverser le fragile gouvernement somalien, soutenu à bout de bras par la communauté internationale. Ils ont été chassés de la capitale par la force de l'Union africaine en 2011, mais y mènent de fréquentes attaques contre des cibles gouvernementales, sécuritaires et civiles. Les Chebab contrôlent par ailleurs de vastes zones rurales dans le reste de la Somalie. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention.